Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 4 février 2024. En attendant le premier débat sur la révision de la Constitution qui aura lieu au cours de cette session parlementaire pour la prise en compte ou non de la proposition de loi, chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions pour des élections transparentes et inclusives en 2026. Si la relecture du code électoral semble faire unanimité au sein de la classe politique, le nouveau toilettage de la loi fondamentale, par contre, porte des germes de la division au sein même de la grande famille de la mouvance, au-delà des partis représentés au sein du Parlement. D'autres ont également leur opinion sur le sujet. Le parti La Nouvelle Force Nationale, qui se réclame de l'opposition, s'oppose à la modification d'une quelconque disposition de la loi fondamentale. Son président Apollinaire Avoyon est notre invité de la semaine. Il nous dira pourquoi. Dans la troisième partie de cette émission, vous suivrez son regard sur l'actualité. Claude Alofa est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Avec lui, nous ferons le tour d'horizon des sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Décryptage à suivre. Nous avons également rendez-vous avec un duo d'artistes, Carmel Percussion et Danny Vaudou. Deux artistes dont la collaboration fait sensation en ce moment. Chant, danse et maîtrise de tout type d'instruments traditionnels du Bénin et d'ailleurs font l'originalité de ce groupe que nous avons le plaisir de vous faire découvrir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer quand il sonne 13h. Si vous êtes prêts, eh bien le grand format, c'est parti. Voilà, la régie est enfin avec nous à la une de l'actualité au Bénin. Après Toviklen, dans le département du Koufo, c'est la commune de Soava qui accueille la deuxième phase du programme Ilewa Academy. Pour sa mise en œuvre, 330 jeunes filles bénéficient d'une formation de 4 mois. La formation va se dérouler à la mairie de Soava. On en parle dans un instant. On parlera également de la première session ordinaire au titre de l'année 2024 du Conseil communal de Dango. Les conseillers, les cadres et techniques et même les élus communaux y ont participé donc aux travaux images et reportages à suivre. Assure également les précisions sur le jeu Tombola Allo et Néo initié par la société Bikem Technologies qui a connu son épilogue le 31 janvier 2024. 8 numéros ont été sélectionnés au hasard et les gagnants ont reçu de nombreux lots. Le journal, c'est le point de départ du grand format. On commence donc avec cette information. La commune de Soava accueille après Toviklen la deuxième phase du programme Ilewa Academy. C'est un programme qui vise à créer une masse critique d'adolescentes et jeunes non scolarisées et actrices de changement social et de comportement en matière de la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation des filles. 30 jeunes filles au total ont été sélectionnées pour bénéficier d'une formation prévue pour durer 4 mois. Reportage. Ces bénéficiaires du programme Ilewa Academy phase 2 sont rigoureusement et soigneusement sélectionnés dans la commune de Soava. 30 au total, ces jeunes filles dont l'âge est compris entre 15 et 24 ans vont se faire former sur différentes thématiques telles que la santé, l'éducation, les violences basées sur le genre, la gestion de l'hygiène menstruelle, le leadership et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le grand jour pour un grand programme, pour un programme de développement, de transformation sociale. Et donc, nous voudrons encore vous remercier de nous avoir accueillis aussi chaleureusement dans la commune de Soava. Ilewa Academy est un programme de transformation sociale qui vise à renforcer l'autonomisation de 90 adolescentes et jeunes filles non scolarisées dans 3 communes du Bénin. Le programme Ilewa Academy a pris corps en octobre 2022 à Toviklen, département du Koufo. Soava est la deuxième commune d'accueil. Toribosito est la prochaine sur la liste. La formation se déroule sur 4 mois durant, avec 6 mois de suivi de paix éducatif, assorti de la mise à disposition par l'ONG Ilewa du matériel pour la poursuite de leurs activités génératrices de revenus. Nous aurons dans la deuxième phase
Une formation sur des activités génératrices de revenus qu'elles ont elles-mêmes choisies au préalable pour pouvoir renforcer leur autonomisation financière. Chacune de vous est une personne spéciale. Vous êtes nés pour marquer votre génération. Libérez la parole, mais surtout, emplissez-vous de tout le savoir qui vous sera transmis. Ici à Soava, nous parlons des violences faites aux femmes. Nous parlons de manque d'activités génératrices pour les filles. Nous parlons de l'analphabétisme. Le programme a choisi les filles déscolarisées, les filles adolescentes, les filles mères. Je voudrais vous remercier très sincèrement. L'engagement que nous prenons ici ce matin, c'est de faire en sorte que les 30 filles qui ont été choisies, nous allons les accompagner en ce qui nous concerne pour que d'autres filles soient choisies. Le déploiement de ce programme de transformation sociale ici à Soava constitue une fierté pour parents de bénéficiaires et autorités communales. Tous ont accueilli avec joie le programme Ilewa Academy dans sa phase 2. Nous l'avons appris avec beaucoup de tristesse. Le vendredi 2 février dernier, l'éminent professeur de philosophie Paulin Hontendi s'en est allé. L'homme a occupé de nombreuses fonctions, dont celle de ministre de la Communication. Il avait 84 ans. Je vous invite à suivre ici le témoignage du professeur Pierre Menteroué, aujourd'hui à la retraite. Il a été directeur de cabinet de Paulin Hontendi. Témoignage au micro de Teddy Goudalo. Je voudrais d'abord m'incliner devant sa dépouille mortelle et saluer sa mémoire. J'ai connu Paulin Hontendi en 1979. Je venais de rentrer au pays après mes études en France. Il était, précisément cette année-là, directeur des commissions et conseils nationaux du ministère des enseignements techniques et supérieurs. La révolution s'étant essoufflée, il y a eu la conférence des forces vives en 1990. Et Paulin, qui est un homme de grand courage, a joué un rôle essentiel, notamment dans le débat sur la souveraineté de la conférence nationale. Et à la fin de la conférence, celui qui a été élu Premier ministre, Nicéphore Soglo, a décidé de faire de lui le ministre de l'Éducation nationale. Il a résisté. Le Premier ministre a dit « Je ne comprends pas. Vous m'avez obligé à accepter la primature et vous allez refuser d'être ministre ?» Il a fini par accepter et il m'a choisi comme directeur de cabinet et nous sommes restés au ministère de l'Éducation nationale, en tout cas moi comme directeur de cabinet, de juin 1990 jusqu'en 1991. En 1991, Soglo, ancien Premier ministre, est devenu président de la République. Il a donc refait son gouvernement. Et il a enlevé Paulin Hontendi de l'Éducation nationale et l'a envoyé au ministère de la Culture. Et le ministre m'a demandé de le suivre à la culture. Et je suis resté avec lui depuis 1991 jusqu'en 1993 au ministère de la Culture. Et ma collaboration avec Paulin a continué. Nous avons écrit quelques petites choses ensemble. C'était un homme qui avait des idées, qui avait des projets, qui n'arrêtait pas de phosphorer. Il me mêlait à tout ça. Il a fini par créer à Porto-Novo l'école africaine des hautes études, installée à la Bibliothèque nationale. Puis les financements ont été coupés et la bibliothèque qu'il a installée là-bas était exposée aux intempéries. Il m'en a parlé récemment et il m'a dit « Tu vois, c'est l'un des échecs de ma carrière ». Et puis nous avons évoqué rapidement la question de la mort parce qu'il partait à un colloque à Paris et rejoindre des philosophes avec qui il avait entrepris des projets
il y a quelques années, il m'a dit beaucoup sont morts. Mais les quelques-uns qui restent ont tenu à ce qu'il y ait un colloque et j'y vais. C'est la dernière conversation que nous avons eue. Quand il est revenu, on ne s'est pas appelé. Et ce matin, j'apprends qu'il a rejoint l'éternité. Je souhaite la paix à son âme. Autre sujet à présent, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fraternité humaine, un colloque a été organisé ce samedi à l'université d'Abomey-Calavi par l'Association des chrétiens catholiques, capitale sociale chrétien. Ces assises dont le thème est interdépendance, complexe et réalité écologique ont connu la présence de nombreux étudiants et autorités universitaires. Reportage. Étudiants, personnalités de l'université d'Abomey-Calavi et autorités de l'Église catholique sont rassemblés dans cette salle dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fraternité humaine. Parvenir à un monde où le concept de fraternité humaine est arrimé à la cause écologique, telle est la visée portée par l'Association des chrétiens catholiques, capitale sociale chrétien, qui organise cet atelier. L'initiative est accompagnée par la conférence épiscopale du Bénin. La nature est un bien commun de l'humanité. Ce bien devrait donc, pour des raisons morales et rationnelles, être respecté de tous, parce qu'il a une valeur patrimoniale unique. La nature constitue un capital naturel qui conditionne la vie humaine sur Terre. Or, cela n'échappe à personne qu'il se trouve qu'aujourd'hui que les relations entre les hommes vivant sur notre planète et le capital naturel qu'elle recèle ne sont plus guère soutenables. Le regroupement de personnes provenant de divers horizons constitue une force certaine, favorisant un regard transversal sur les problèmes les plus complexes de notre temps. La Journée internationale de la fraternité humaine est l'occasion de célébrer la compassion, la compréhension religieuse et le respect mutuel. Ces valeurs sont le fondement de la paix et le ciment de la famille humaine. Le thème censé être au cœur des échanges tout au long des travaux prévus dans le cadre de ces assises est relatif à l'interdépendance complexe et la réalité écologique. La réalité écologique est constituée du déjà là, du reçu, de la création, ainsi que des réussites et échecs en interrelation et interdépendance qui nous précèdent. Notre existence est un être vie et action dans le monde pour nous inventer en humanité faite de relations d'interdépendance. Sa complexité est liée au fait que nous sommes appelés comme existants à entretenir entre nous des relations de fraternité que nous ne maîtrisons pas. Après la phase protocolaire de cette cérémonie, l'assistance a suivi successivement un message vidéo du professeur Martin Kafou et une conférence à distance portant sur la Journée internationale de la fraternité humaine. L'atelier s'est poursuivi avec une table ronde et plusieurs autres activités interactives. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le conseil communal de Dangbo a tenu sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Cette rencontre a connu la présence des conseillers, cadres techniques et élus communaux. La session s'est tenue à la mairie et a permis de prendre de nombreuses décisions pour le rayonnement de la commune de Dangbo. Voici le reportage. Le conseil communal de Dangbo s'est réuni en sa première session ordinaire du 30 janvier au 1er février 2023. À l'issue des 3 jours de travaux, plusieurs décisions ont été prises pour le développement de la municipalité. Ces décisions que nous venons de prendre sont des décisions très importantes qui vont également impacter le développement de notre commune. Pied sur l'accélérateur, le conseil communal a tenu à très vite mener des réflexions et prendre des décisions nécessaires en vue du rayonnement de la commune. Cette assise entre les conseils communaux de la municipalité, étant la première en cette nouvelle année, a été dirigée par le premier adjoint au maire de la commune qui assure l'intérim du maire en voyage pour des questions
liés au développement de la commune de Dangbo. Après lecture du compte rendu de la 4e session ordinaire pour l'année 2023, le point de la mise en œuvre des tâches retenues au cours des précédentes sessions, place a été faite à l'examen et à la validation du rapport d'activité du Conseil de supervision pour la période de novembre 2023 à janvier 2024. Nous sommes dans une commune agricole, 90% agricole. Donc il nous faut un plan pour vraiment installer nos jeunes déscolarisés. Et aussi on a profité avant d'aller au plan de développement agricole, il faut d'abord le schéma directeur d'aménagement communal. Après ces 3 premiers points inscrits à l'ordre du jour, s'en est suivi l'autorisation d'actualisation du schéma directeur d'aménagement de la commune et celle de l'élaboration du plan communal de développement agricole. Le Conseil nous a également autorisé à élaborer le plan communal de développement agricole, donc la première génération pour la commune de Dangbo. Et pour cela, dans un lot de 8 communes, la commune de Dangbo reçoit un appui du gouvernement pour l'élaboration de ce document. La plaine de Befadaro, qui est une zone d'importance économique pour la commune, mais qui est objet d'affrontement entre les populations, donc objet de conflit. Pendant cette session-là, le Conseil a reçu l'équipe de l'IGN, de l'Institut géographique national, qui est actuellement sur le terrain en train de procéder à la correction de relevés topographiques de ce site-là pour mettre en œuvre les différentes solutions qui sont proposées par le Conseil de supervision et retenues par le comité interministériel mis en place par le chef de l'État. Le nouveau plan, à son étape projet, a été partagé avec les conseillers communaux et les observations ont été recueillies pour que la question de ces conflits-là soit conjuguée au passé. En outre, le Conseil communal a adopté le nouveau plan de contingence communale pour l'année 2024. Cette première session ordinaire du Conseil communal de la municipalité de Dangbo, qui s'est déroulée sur 3 jours, a aussi servi de cadre pour partager les informations sur la reprise des activités de lotissement et de remembrement autorisées pour être achevées dans certains villages de la commune de Dangbo. Toujours dans l'actualité, on parle du lancement de la mise en formation pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle, initiative soutenue par le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'inclusion des jeunes. Les bénéficiaires seront formés dans 10 métiers en lien avec les secteurs prioritaires de l'économie nationale. Imet Elena Moussou. Sur 14 007 postulants, ils sont 2188 jeunes retenus. Ils vont participer à une formation professionnelle par apprentissage de type dual, aboutissant à l'obtention du certificat de qualification professionnelle CQP. Cette première cohorte de bénéficiaires va s'exercer et se perfectionner dans 10 métiers d'avenir en lien avec les secteurs prioritaires de l'économie nationale. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une des composantes du projet d'inclusion des jeunes prodiges. Le projet vient capitaliser les acquis du projet emploi des jeunes pour implémenter une approche novatrice grâce au dispositif Azoli qui propose une gamme de formations dans différents métiers pour déboucher sur le travail, c'est-à-dire l'emploi salarié et le travail indépendant. Chers apprenants bénéficiaires, vous faites partie de la première cohorte. Donc la réussite qu'on aura avec vous dans cette formation-là va déterminer davantage les autres jeunes qui sont à la touche et qui attendent d'être appelés aussi. Aboutissement d'un processus lancé en juin 2021, la présente cérémonie a été l'occasion de préciser les modalités de la formation, qui est une formation par alternance et va se dérouler pendant 18 mois. Plusieurs dispositions sont prises pour faciliter la formation aux apprenants, notamment aux apprentis maires. Il s'agit d'un dispositif destiné à offrir un service garde approprié aux enfants de 4 mois à 3 ans dans un cadre sûr, facilitant la pleine participation de leur mère aux travaux d'apprentissage. Aussi, dans le souci d'une amélioration de la qualité de la formation, le projet a accepté d'équiper les établissements abritant les dites formations en matériel et équipements didactiques de pointe.
Le processus d'acquisition des équipements et marchés est déjà lancé. À la suite de cette première vague d'apprenants, bien d'autres regroupements seront faits. Le recrutement de la deuxième cohorte est déjà annoncé et les agents enregistreurs vont sillonner tous les arrondissements du pays pour l'inscription de nouveaux postulants. Chers apprenants bénéficiaires, vous êtes des privilégiés et je vous exhorte à faire preuve de courage, d'abnégation et de conscience avec cette formation. Vous avez l'occasion d'être titulaire aussi bien du certificat de qualification au métier, mais également du certificat de qualification professionnelle. Et je souhaite vivement que le taux de déperdition soit zéro à la fin de la formation, avec un taux de réussite de 100% à l'évaluation certificative. Preuve de l'engagement du gouvernement à renforcer le capital humain et de disposer de ressources humaines de qualité pour le développement structurel et le bien-être des populations, l'initiative est soutenue par la Banque mondiale. Et puis, sachez que les gagnants du jeu Tombola Allo et Neo initié par la société Mikem Technologies sont déjà connus. Le tirage au sort a été fait vendredi au showroom Neo Erevan Figueroa. Sur place, 8 numéros ont été sélectionnés au hasard et les plus chanceux sont repartis avec de nombreux lots. Voici le compte rendu signé Florence Bossa. Le ticket portant le numéro 000603. Ticket portant le numéro 000468. Le ticket portant le numéro 0000595. Ticket portant le numéro 000526. Ticket portant le numéro 000990. 000677, encore une fois 000677. C'est le grand gagnant de Revan qui repart avec la moto Wave toute neuve. Voilà les numéros gagnants du ce dernier tirage du jeu Tombola Allo et Neo de la société Mikem Technologies. Organisé dans les agences de Ganchi, Erevan, Stemez et Kongezo, le jeu permet aux gagnants de remporter des lots composés de postes téléviseurs et de motos. Une recette magique de Mikem Technologies depuis des décennies pour fidéliser sa clientèle. C'est une très belle aventure qui s'achève avec l'autorité de régulation du comité du suivi des jeux de hasard en République du Bénin. 16 heureux gagnants que nous venons de tirer au sort aujourd'hui seront contactés par nos services compétents. Je voudrais réaffirmer notre engagement envers notre aimable clientèle et envers l'excellence et la satisfaction totale de nos clients. Le tirage au sort de ces numéros gagnants a été effectué en toute transparence et sous le contrôle du comité de suivi des jeux de hasard en République du Bénin. Les urnes ont été décelées devant nous. Les tickets ont été sélectionnés de manière aléatoire. On a été autorisé. Mikem a été autorisé par le ministre des Finances à organiser ce jeu Tombola. Nous l'avons supervisé. Les heureux gagnants sont donc invités à se rapprocher des agences de Allo et Neo. La remise officielle des lots est prévue pour le 9 février prochain. Sport en images à présent, les demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 sont connus depuis ce samedi. Les deux dernières explications des quarts de finale joués hier ont livré leur verdict. Le Mali a été éliminé par la Côte d'Ivoire, pays hôte par un score de 2-1. Les éléphants passent donc en demi-finale. Un peu plus tard, l'Afrique du Sud a aussi obtenu son billet pour les demi-finales en s'imposant à l'issue des fatidiques des séances de tir au but par 2 tirs réussis contre 1. Ceci après un score nul et vierge au bout du temps réglementaire. Outre le pays organisateur et l'Afrique du Sud, le Nigeria et la République démocratique du Congo sont aussi demi-finalistes de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est la fin de la première partie du grand format. Restez avec nous. Nous avons encore beaucoup de choses à partager avec vous. On va commencer avec cette actualité relative à la relecture du code électoral et la révision de la Constitution. Ces sujets qui divisent la classe politique à moins de 2 ans des élections générales. Quelle est la position donc du parti La Nouvelle Force Nationale? Son président nous le dira juste après la pub.
Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà entendu parler de la marque de télévision NASCO? Bonsoir, je me nomme Delphine. Oui, j'ai entendu parler de la marque NASCO. Avez-vous déjà utilisé ou possédé une TV NASCO? Moi, j'ai apprécié parce que c'est une très bonne marque et c'est la qualité. Surtout quand je vais chez ma soeur et je regarde, franchement, j'ai eu du mal à me séparer de sa télévision. Et maintenant, j'ai eu vent du promo que District Massa a annoncé. Cette semaine même, je vais prendre 32 pouces puisqu'il y a le décodeur qui est intégré. Là, franchement, ça me permettra parfois, quand je n'aurai pas l'argent d'acheter des abonnements et autres, là, je serai en train de suivre les chaînes. Comment décririez-vous l'image globale que vous avez de la marque NASCO en termes de qualité et de satisfaction du client? La qualité de l'image est non seulement claire, le son est plus... C'est qu'on est à l'aise chez soi, on n'a plus envie de sortir. Si tous les acteurs politiques s'accordent sur l'impérieuse nécessité de corriger les insuffisances contenues dans le code électoral et qui ont entaché les dernières élections organisées au Bénin, la révision de la Constitution, elle, constitue la pomme de discorde. Son opportunité ne fait pas unanimité. Le Bénin peut bel et bien organiser les élections transparentes et inclusives en 2026 avec juste des corrections apportées au code électoral, soutiennent les forces de l'opposition dont fait partie la nouvelle force nationale. Son président vient nous expliquer par quel mécanisme peut-on y arriver. Monsieur Apollinaire Avoyon, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, déjà, au congrès du Parti Les Démocrates à Parakou, vous avez demandé la modification de certaines dispositions du code électoral. Pourquoi? Non, vous savez, comme disait l'autre, un compatriote, quand vous faites des réformes, c'est pour avancer. Quand vous faites des réformes, c'est pour améliorer ce qui existe. Et quand des réformes vous amènent à des situations où des compatriotes se retrouvent en des situations que personne ne désire, c'est-à-dire d'autres perdent de leur vie, d'autres se retrouvent en prison et d'autres contraints à ne plus vivre sur la terre natale, vous comprendrez qu'en réalité qu'il faut revenir en arrière. J'avais demandé lors du congrès des démocrates à Parakou, où j'étais le seul président invité, j'ai attiré leur attention au-delà de la nécessité de la révision, du renouvellement de la classe politique, la nécessité de travailler à modifier les lois électorales pour rendre notre système plus inclusif, pour rendre notre système plus responsable de la mission que la nation a confiée en retour aux institutions de la République. On disait entre autres quelques préoccupations qui sont revenues de notre dernière discussion le lundi passé, où on s'est vu à 4 partis politiques pour pouvoir revenir. Parce qu'on a vu des élus même qui en faisaient comme un titre de gloire pour avoir estampillé plusieurs bulletins de vote, le nombre de carnets que lui il avait estampillé, des chefs d'arrondissement qui estampaillaient des bulletins de vote et demandaient aux autres d'en faire plus suffisamment. Or, nous n'avons jamais vu ça au passé. Est-ce que cela est dû à la réforme du système en partie? Je vous donne un exemple. Dans la réforme, il est prévu que ce soit la direction générale des élections qui choisit les agents électoraux. Et j'en connais des frères et des parents à qui on avait promis qu'ils seront à tel poste et ça a été effectif. Et donc du coup, avant c'était les partis politiques, la mouvance de l'opposition qui s'entendait pour donner un certain nombre, parce qu'en fonction de leur représentativité au Parlement, pour promouvoir la politique de mon cher ami Eric qui disait « tu me surveilles et je te surveille ». Et donc du coup, ce n'est pas question seulement de représentation des partis politiques, parce que le mécanisme permet à tout moment arrêter aux responsables des postes de vote de commander ou bien d'envoyer le représentant du parti aller chercher une scientifique quelque part pour que le forfait soit commis. Mais si les agents électoraux sont désignés par des partis politiques, mouvance opposition, nous allons promouvoir la politique de tu me surveilles, je te surveille au poste de vote et on n'aura pas cette situation. Et nous ne l'avons jamais connu par le passé. C'est au lendemain de leur réforme, de la sélection par appel à candidature, sélection par un quelconque système informatique qui nous a conduit à ce système. Donc autant de préoccupations qui étaient déjà sur notre fil, notre batterie de réformes sur lesquelles il fallait revenir à la modification du code électoral. Justement, quand on parle du code électoral, quelles sont pour vous les dispositions qui sont incriminées, les dispositions
raisons qui font que les élections ne sont pas suffisamment inclusives au Bénin depuis quelques années. Je vous donne 2 exemples pour illustrer ce que je dis. Oui. Vous savez, même la caution était déjà un mécanisme d'exclusion. Nous avons fait un travail, mes équipes techniques et moi, au sein de la nouvelle force nationale. Nous avons parcouru pour tous les 8 pays de l'espace UEMOA. Aucun pays ne paye 3 millions ou bien 1 500 000 pour aller à une élection. Vous savez, le Bénin n'est pas le meilleur pays où la richesse est arrêtée au beau-fils. Mais qu'est-ce qui explique qu'on puisse mettre en réalité pour aller aux élections législatives, le plus fort taux dans l'espace UEMOA, c'est 250 000. Aucun pays de l'espace UEMOA ne paye 1 million, 1 500 000 et même 3 millions qu'ils ont imposés. Et donc, du coup, la caution est déjà une exclusion. Je vais vous donner un cas également. La réforme de la décentralisation prônait à ce que l'on puisse remettre le pouvoir à la base, que ceux qui sont à la base, les collectivités locales puissent désigner qui seront les responsables et quel mode ils vont gouverner la localité. Alors quand vous voyez par exemple la question de 10% à l'article 149, si j'ai bonne mémoire, qui disait que pour avoir des élus communaux dans une commune, parce que pour les élections communales, la circonscription électorale c'est l'arrondissement. Donc pour avoir des élus communaux en réalité dans un arrondissement, il faut avoir 110% au niveau national. Je vous explique. Nous avons vu, si ça a forcé peut-être PRD à rejoindre l'UP, peut-être pour contourner ça, je ne sais pas. Mais des gens ont été élus au niveau de leur commune à 95% et ceux qui n'ont même pas 20%, c'est eux qui les gouvernent. En quoi est-ce que ça gêne? Ça pose un problème de légitimité de ceux qui est maire, du conseil communal, parce que on ne vous a pas élu, c'est vous qui êtes notre chef au nom d'un quelconque de représentatif au plan national. Vous comprenez ça? Ça va en contradiction avec la réforme de la décentralisation. Nous ne vous avons pas choisi, mais c'est vous qui nous gouvernez. Donc ça me pose un problème, par exemple, autant de préoccupations sur lesquelles il faut revenir. Je pourrais comprendre par rapport aux 10% au niveau des élections législatives, parce que l'élu, le député est un député national. Je peux comprendre qu'on puisse exiger, mais au niveau de l'élection communale, ça n'a pas de sens. Donc autant de préoccupations sur lesquelles il fallait revenir au-delà de la question liée à quand vous parlez d'exclusion, tout critère, quand on parle de critères, cela vise essentiellement l'exclusion, puisque tout le monde ne peut pas être candidat. Il faut des critères définis pour occuper ces fonctions. Non, je pense en réalité qu'il y a des niveaux seuils qu'il ne faut pas affranchir. Je vous donne. Il faut, nous n'allons pas inventer la roue. Regardez, les experts américains, nous avec l'IRI, on a constaté que nulle part au monde, parce que c'est pas, la démocratie ne vient pas du Bénin, c'est vrai que nous pouvons avoir nos particularités, mais écoutez, nulle part au monde, ce taux ne dépasse 5% dans aucun pays au monde. Mais c'est le Bénin qui l'a mis au-delà de 5%, jusqu'à 10%. Ça retourne à quoi? Je ne sais pas, on s'est dit, qu'est-ce qui explique ça? Regardez la caution par rapport aux élections présidentielles. Nulle part au monde, nulle part dans l'espace UEMOA, on a 50 millions. Donc je ne comprends pas pourquoi on met des fuites là. La plus forte raison, je vous explique. Oui. La population béninoise est très jeune. 95% des Béninois ont moins de 40 ans. Vous savez combien de Béninois gagnent 100 000 à la fin du mois? Combien? Vous comprenez alors? Si vous gagnez 100 000 francs à la fin du mois au Bénin, vous pouvez passer 1 an de votre salaire sans toucher ni faire quoi que ce soit, vous ne serez pas en mesure de payer cette caution. Alors c'est une manière de dire, jeunes, vous mettez-vous de côté. Vous savez, j'ai l'habitude je voulais contextualiser les propos d'un médecin béninois, Slamet d'ailleurs. Il disait, quand on m'appelle, bon, moi je dirais que quand le Quechua est à côté de moi, je ne me suis plus la portée de mes mots. Rien ne vaut le souffle pour de vie, il y en a pour qui le pouvoir vaut tout. Il disait, allez au diable, bande de vautours. Vous venez jouer au généreux, au Père de Noël de février avec notre propre argent. Nous avons commencé depuis un certain temps à décrier toutes ces réformes-là qui n'avancent pas, qui ne nous permettent pas d'améliorer notre système. Mais depuis un certain temps, peut-être avec l'argent du contribuable, on utilise notre propre argent pour payer des dizaines de journalistes en été pour nous discréditer, pour dire non, nous avons la légitimité de nos propos. Non, en disant qu'en réalité que nous ne représentons personne, que nous devons... Non, c'est-à-dire... Le débat que nous menons aujourd'hui contre la révision de la Constitution, contre les dérives que nous pouvons avoir en modifiant les textes à la faveur d'un groupe en réalité au détriment d'un groupe, je pense en réalité ce n'est pas une question de qui que ce soit, c'est une question des citoyens. C'est une question au-delà du combat politique, c'est une question en réalité de tout Béninois et puis de justice, d'égalité et d'équité. Vous voyez ce que nous voyons depuis un certain temps au niveau du Sénégal. Je prie en retour le bon Dieu qui puisse encadrer ça pour qu'on ne voit pas le pire. Vous savez, on a l'impression que tout ce qui se fait au Bénin est fait en réalité pour pouvoir créer de troubles, parce que je pense que c'est de la provocation du peuple. Pourquoi? Parce que rien n'explique ça. Dites-moi, par rapport à la révision de la Constitution, ça retourne à quoi? C'est pour répondre à quoi?
Je ne vois pas pourquoi on voulait. C'est une provocation du peuple. Parce que je ne sais pas. Tout le monde est libre d'introduire une proposition de révision de la Constitution sans problème, non? Encore que c'est un élu qui l'a fait. Il est dans ses droits. Je voudrais, même s'ils font l'effort de colmater les brèches, en réalité, je pense en réalité au même de leur camp aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, je l'ai dit sur une chaîne radio la dernière fois, je pense aussi dimanche passé, que il y a plus de députés de la mouvance présidentielle aujourd'hui disposés à voter contre la loi, la modification de la Constitution, que des députés démocrates. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, je suis un politicien aujourd'hui, vous comprenez ce que je dis. Pour le savoir. Non, rassurez-vous, ce que je vous dis, prenez ça comme une donnée. Je vous le dis, il y a plus de députés, et je leur dis que j'ai l'impression que la révision de la code de la loi fondamentale introduite, c'est pas pour réviser la Constitution. Ils savent qu'ils ne peuvent pas réviser. Mais je voudrais rassurer mes compatriotes que la loi fondamentale ne sera pas révisée parce que nous avons l'assurance en réalité qu'un bon nombre de députés, ils n'auront pas les 4/5e pour pouvoir voter, pour pouvoir modifier la Constitution. Deuxième chose, ils veulent juste tester pour voir s'ils ont la totalité de leurs députés en place. C'est tout. Parce qu'il y a déjà il y a de la dissidence en réalité au sein de la majorité présidentielle. Ils veulent savoir combien de députés leur sont fidèles aujourd'hui. C'est tout. Vous leur prêtez des intentions? Non, ce n'est pas des intentions. Vous aurez le temps de constater. La loi ne sera pas révisée. Enfin, je prie le bon Dieu et je fais confiance. J'ai sollicité il y a 3 fois de suite le président du Parti Les Démocrates de tenir bien sa maison pour que les 28 tiennent bien la maison. J'ai eu la chance de les rencontrer en été lundi passé à Golden Tulip. Et je peux vous rassurer qu'en réalité, ne serait-ce qu'aux députés démocrates, on peut dormir. Mais je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup de députés de la mouvance présidentielle qui vont devoir nous surprendre les jours à venir. Je voudrais les rassurer qu'ils ont tout le soutien du peuple, qu'ils ont nos soutiens et que de ne pas démordre, de tenir bon, arrêter leurs promesses. Leurs démarches le font au nom de ce peuple qui est représenté à l'Assemblée nationale. Non, je vous explique. Ils représentent tout ce qu'ils font, on a l'impression qu'ils représentent un groupe et non le peuple. Parce que rien ne justifie au passage, regardez la loi que ces gens-là nous ont votée en 2020, aujourd'hui, qui met le Bénin en insécurité. Je voudrais parler de la loi 2020, si j'ai bonne mémoire, par rapport au statut des forces de défense et de sécurité du pays. On va y arriver. Il y a pas, donc c'est l'impression qu'en été, on voudrait qu'au nom de la discipline de groupe qui vote oui, parce que quelqu'un aurait voulu que ce soit oui. Non, je pense en été que c'est de la distraction. Pourquoi? Vous voyez, le président de la République a dit plusieurs fois, et le porte-parole était revenu, qu'il n'y aura pas de révision de la Constitution, si cela. Et quelques jours après, on a vu le chef de l'État qui a rencontré le caucus, c'est-à-dire les femmes députées à l'Assemblée, tout bord confondu. Il est revenu, qui envisage de réviser la Constitution, ce qui va en contradiction déjà. Il rencontre quelques jours les partis, les députés démocrates, dit que lui ne veut pas réviser la Constitution. Et au lendemain, j'ai dit sur la chaîne nationale, attention, faites attention à ce que dit le président de la République. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas réviser la Constitution pour lui. Il n'a pas dit qu'il ne voudrait pas. Il a dit du moins qu'il ne voudrait pas venir pour faire un 3e mandat, mais il n'a pas dit qu'il ne révisait pas la Constitution. S'il y a une nouvelle République, votre 3e mandat n'a pas de sens. Il dira que c'est son 1er mandat. Donc du coup, je voudrais vous rassurer qu'en réalité qu'il souffre, le chef de l'État souffre, que personne, moi en premier, ne croit pas à ses propos en ce qui concerne en réalité son départ Donc vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, parce qu'il nous a habitués à ne pas le croire. Le chef de l'État nous a habitués à ne pas croire à ses propos parce qu'il a dit que pour des questions d'exigence morale, que lui ne ferait pas de mandat. Il fera de son mandat unique une exigence morale. Vous comprenez? Et quand il a avisé, et quand il a dit que la parole donnée devant le peuple... Il peut ne pas cerner tous les contours donc, de la réalité non, du c'est pour ça que je dis, vous savez, en tant qu'un homme averti, parce que quand même, c'est des aînés, c'est des parents d'une manière ou d'une autre à nous. Il a son fils, même s'il doit être plus âgé que son fils, mais c'est un papa à moi. Donc nous devons faire attention parce qu'ils ont l'obligation pour être des modèles pour nous. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ils doivent faire attention à leurs propos quand ils avancent telle ou telle chose. Nous ne sommes pas sains. Ça, je l'avoue. Mais je pense en réalité que quand vous vous affichez, quand vous voulez être quelqu'un de public, vous devez faire attention à tout ce que vous faites. C'est très important. Et donc, du coup, quand il le dit, qu'il fera... Attendez, une exigence morale, mais qu'est-ce qu'il y a de plus de l'honneur que l'exigence morale? Mais vous ne l'avez pas respecté. Donc que le chef de l'État souffre aujourd'hui, que personne et moi en premier ne croit en réalité à ses propos de dire qu'il ne veut pas faire un 3e mandat. D'accord, on va revenir au code électoral. Vous avez parlé donc de la caution. Quelles sont les autres dispositions, à votre avis, qu'on doit revoir pour les élections? Non, je voudrais que vous fiez seulement au communiqué final de notre rencontre de Golden Tulip le lundi dernier.
Parce qu'on a tellement, on s'est entendu sur un certain nombre de préoccupations qui ont été conçues dans un mémorandum que nous avons remis aux 28 députés qui vont défendre à l'Assemblée prochainement. Et je voudrais, j'ai dit en réalité sur un plateau que, et je voudrais répéter si vous me le permettez, je voudrais que les députés de la mouvance présidentielle comprennent quelque chose. Le code électoral que nous envisageons modifier aujourd'hui, les dispositions, ce n'est pas en notre faveur. Ça ne devait pas être en leur faveur. Mais nous voudrions créer un système où, même si on met votre pays ennemi demain ou aujourd'hui à la Sénat, même si votre ennemi juré se présente comme président de la Cour constitutionnelle, qu'il soit contraint de faire des élections libres, transparentes, apaisées. C'est tout ce que nous voulons. Donc, qui ne pense pas qu'aujourd'hui que nous voulons faire juste, nous créer un système pour revenir sur le système, pour nous faire élire, c'est de notre droit d'ailleurs, mais qui pense en réalité que demain, ce même code de l'électorat pourra être appliqué. Et donc, du coup, il doit pouvoir être très flexible de ne pas regarder aujourd'hui leur camp pour pouvoir agir. Et donc, ce n'est pas un modèle pour pouvoir, en faveur des opposants, en faveur des non-alliés ou en faveur de la mouvance, mais un système qui permet à tout Béninois qui voudrait aller aux élections, qui a la capacité, qui peut avoir une offre politique, que sa base, comme sa population puisse accepter d'aller aux élections libres, transparentes, apaisées. Alors, en quoi est-ce que, dites-nous concrètement, en quoi est-ce que la révision de la Constitution est si dangereuse pour la République? Non, je vous explique. Je voudrais dire en face du peuple aujourd'hui et devant la communauté nationale et internationale que nous ne sommes vraiment pas nous ne sommes pas contre la révision de la Constitution. Nous sommes contre la révision opportuniste de la Constitution. Je voudrais paraphraser le professeur Diogbenou, l'actuel président des députés du bloc républicain, qui disait que un régime en fin de mandat, ce n'est pas mes propos, je le répète, un régime en fin de mandat n'a pas la légitimité de modifier la loi fondamentale. En fait, de quoi nous avons peur aujourd'hui pour dire qu'il ne faut pas réviser la Constitution? Dans un premier temps, tout le monde demande le dialogue national. Qu'est-ce qui dérange si tant le président de la République? Qu'est-ce qui dérange si tant la mouvance présidentielle d'organiser le dialogue? Le dialogue national, c'est quoi? Les Béninois, venez, nous allons nous entendre, nous allons discuter autour de quelques sujets et nous entendre. C'est tout ce que... La Constitution béninoise a valeur constitutionnelle, a valeur... On doit s'entendre sur les bases. Également, nous sommes dans une communauté. Les directives de la CEDEAO nous disent qu'avant 6 mois des élections, nous devons pouvoir nous entendre sur un consensus sur un certain nombre de choses. Est-ce que le consensus doit exclure? En moins de 2 ans. Oui, c'est pour vous dire. Nous sommes dans le cadre, nous sommes dans les délais réglementaires. Laissez-nous aller nous voir pour discuter. Mais on refuse le dialogue national. Nous ne voulons pas d'une révision de la Constitution également pour deux autres choses. Nous ne voulons pas de la révision de la Constitution parce que nous avons peur d'un 3e mandat, qu'il soit direct ou déguisé. Nous en avons vu dans l'espace sur moi. Dans l'espace même en Côte d'Ivoire, nous avons vu. On nous a dit que ce n'est pas changement de république. On a vu aujourd'hui l'intéressé aujourd'hui au poste. Dites-nous, nous avons peur de 2 choses. Qu'on puisse... Une 3e raison, c'est que nous avons peur qu'on puisse mettre en place un système à travers la Constitution pour exclure les opposants. Je vais vous donner un exemple. Si on dit aujourd'hui que c'est les députés les actuels députés qui doivent parrainer, et que le président de la République et le vice-président doivent avoir un 10% de parrainage, vous voyez que ça exclut même tout le monde des élections. Que c'est eux seuls qui peuvent participer aux élections. Nous avons juste peur de l'exclusion. Nous avons juste peur d'un 3e mandat et nous voulons juste le dialogue national. C'est pour ça que nous sommes contre la révision de la Constitution. Le chef de l'État a rencontré les partis politiques. Non, le dialogue c'est quoi? Tu me vois, on s'assoit et au besoin nous avons un modérateur. Ils se sont assis, non? Non. J'étais là-bas. La loi dit, la Constitution dit que c'est les partis politiques contribuent au suffrage qui animent la vie politique du pays. Alors dites-moi, j'ai été victime, mon parti politique a été victime du système partisan lors des dernières élections. Ma nouvelle force nationale était le seul parti politique que j'étais de la liste. Pourquoi? Sinon on était 8. Non, pour des raisons fallacieuses que j'ai déjà tellement développées. Pour une question d'homonymie. C'était pour ça la Sénat a jeté notre dossier. Et nous leur avons prouvé qu'ils étaient en erreur. Il fallait chercher des choses. Non, je ne voulais pas verser dans la victimisation. Mais aujourd'hui, qu'on puisse chercher à modifier ces lois dont je suis victime et qu'on ne m'appelle pas, mais ça me pose un problème. Ce n'est pas un dialogue. Venez, vous dire ce que vous voulez, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ce n'est pas ça. A-t-on appelé tel parti politique, tel parti politique? Avez-vous demandé à être reçu par le chef de l'État? Non, vous pensez que je dois... Il veut un consensus. Vous pensez que je dois demander? Tout ce qu'on demande, c'est le dialogue national. Écoutez, permettez aux Béninois de s'asseoir. Ce n'est pas la première fois.
Ce n'est pas la première fois qu'on organise le dialogue national. Le dialogue national n'est pas tenu de pouvoir remettre... Non, je prie le bon Dieu, je prie les mains de nos ancêtres que Patrice Talon puisse finir, arrêter son mandat en paix et en bonne santé. Et que quelqu'un d'autre, comme l'a dit le président des démocrates la dernière fois, qui voudrait que d'ici 2026, que le Bénin puisse avoir, et je leur souhaite toute la santé, qu'il puisse avoir 3 anciens présidents en vie. Et je voudrais quand même qu'il laisse le pouvoir que le peuple lui a confié. Et donc, du coup, si on demande le dialogue national, ce n'est pas pour remettre en cause son mandat. Ce n'est pas pour remettre en cause telle chose. Il y a tellement de problèmes. Il y a eu des morts, il y a eu des prisonniers, il y a eu des exilés. Nous voulons nous asseoir pour nous entendre. Pardonner ce qu'il faut pardonner. Et laisser tomber ce qu'il faut sans pouvoir verser dans la non-impunité. Mais je pense en réalité ce n'est pas trop demandé. Donc le dialogue, c'est que nous nous asseyons tous autour d'une même table pour discuter. Mais quand vous prenez, vous savez, la transmission des propos d'un individu à un autre ou bien d'un groupe à un autre, il y a de la déperdition, il y a de la dénature. Donc du coup, asseyons-nous, discutons, c'est tout ce qu'on demande. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles nous ne voulons pas aujourd'hui de la révision. S'il arrive à organiser le dialogue national, s'il permet, à travers le dialogue national, nous devons nous assurer qu'il n'y aura pas un 3e mandat. Si nous assurons qu'en réalité qu'il n'y aura pas un processus qui exclut les autres, les opposants, je pense que personne n'est contre dialogue. Mais le meilleur moyen aujourd'hui pour réviser la Constitution, pour avoir cette assurance, attendons dans quelques jours, attendons dans 24 mois, attendons 2026 quand on aura un nouveau président. Nous allons nous asseoir pour discuter parce que la période n'est pas propice pour ça. La période n'est pas propice parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons peur d'un 3e mandat. Sauf à 6 mois donc des élections. Nous avons peur d'un 3e mandat. Oui. Vous savez, quand tout le peuple béninois d'aujourd'hui, ils sont allés à l'Assemblée, ils avaient toute la largesse, ils ont profané notre constitution. On n'a rien dit. C'est eux qui ont institué les élections générales. Ils n'ont qu'à nous laisser expérimenter. Ils n'ont qu'à nous laisser éprouver la loi des élections générales au moins une fois. D'accord. Alors, quels maires et quels députés sont-ils habilités à parrainer les futurs candidats selon vous? Non, pour moi, on peut décider que ce soit les actuels qui parrainent. Oui. Il n'y aura pas de problème. Oui. On peut décider que ce soit les futurs députés pourvu que les élections soient ouvertes. Il n'y aura pas de problème. Moi, je n'ai pas d'objection par rapport à ça. Quel que soit le modèle qu'on présente aujourd'hui, on a la possibilité de faire présenter. Je vous donne un exemple. On peut décider de prolonger le délai de délivrance des parrainages et que là, tous les députés de 2026 et les maires de 2026 peuvent parrainer. Vous comprenez? Et également, la décision de la Cour, vous savez, la décision qui a opposé le ministre Khekhomé et l'honorable député Yawedewou a déjà montré à suffisance que dès que la Cour constitutionnelle proclame les résultats, vous avez déjà le titre de député. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a dit. Et donc, du coup, dès qu'on a déjà les résultats, les intéressés peuvent parrainer. Donc, c'est pas un problème. Les maires, on dit qu'il y aura des maires qui seraient déjà installés, d'autres qui ne seraient pas déjà installés. Et que pour moi, on a vu dans ce pays comment on peut aller à l'Assemblée revoir des choses. On peut fermer pour dire au plus dans 2, 3, 5 jours, on installe tous les maires. C'est possible, la République peut le faire. Et dès lors, tout le monde peut installer. Donc, les députés, les maires de 2026 peuvent parrainer. Comme ceux d'aujourd'hui peuvent parrainer. Donc, il nous revient aux députés de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui sont encore à l'Assemblée nationale pour quelques jours, de pouvoir modifier les dispositions pour que tout le monde puisse parrainer. Peu importe, nous n'avons pas trop de préférence par rapport à ça. Préférence pour 2026, mais pourvu avec l'assurance que les élections seront ouvertes, ce qui n'est pas sûr. D'accord. Et à la dernière rencontre des forces de l'opposition dont vous faites partie, nous avons constaté que les forces Cauler pour un Bénin émergent n'y étaient pas. Pourquoi vous les avez exclus? Vous voyez, c'est comme vous m'invitez à votre anniversaire et je viens... Et le lendemain, on me demande pourquoi mon cher ami n'a pas invité M. Inso à la réunion. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas en opiner maintenant. Maintenant, il n'a pas été reçu. Je ne sais pas. Vous savez, c'est des gens, c'est des copains de longue date. Ils ont leurs problèmes. Pour l'heure, aujourd'hui, ce qui me réunit avec les démocrates, c'est que nous avons des points communs. Nous avons des combats ensemble aujourd'hui, qu'ils associent telle ou telle personne. Mais il y a des personnes, s'ils associaient ça, je ne viendrai pas. Sinon, si je ne constaterai pas, je ne viendrai pas là dans la salle. Vous savez, nous avons adopté, juste dans un passé très récent, une position de non-alliés. Et vous comprenez aujourd'hui, si nous nous assuffions avec un certain nombre de partis politiques, c'est-à-dire le paysage commence pas à s'éclaircir. Et donc, du coup, je ne vais pas en dire plus long. D'accord. On va changer de sujet très rapidement avec vous. Il y a plus de 1000 agents des forces de sécurité et de défense qui sont appelés à la retraite, on va dire à la retraite un peu anticipée. Ainsi en a décidé le gouvernement. Quelle est votre opinion sur cette décision? Non, quand vous présentez la situation comme ont été appelés, c'est comme s'ils ont fini de servir. Oui. Vous savez,
des gens, des milliers, quand on dit des agents, non, dites des milliers de familles. Oui. Parce que derrière un fonctionnaire, derrière un agent de l'État, c'est des dizaines de personnes qui sont nourries, qui sont envoyées à l'école à travers ces revenus. Des gens qui ont manipulé des armes 20 ans durant de leur carrière. C'est-à-dire, vous comprenez la gravité? Des gens, ce n'est pas des agents de l'État ordinaires, ce sont des fonctionnaires qui ont manipulé des armes pendant 20 années et vous leur dites au lendemain et qui ne sont plus de service. Et vous savez, le porte-parole du gouvernement est venu à la télé pour nous expliquer que leur salaire ne sera pas changé. Mais c'est faux. C'est très faux. On parle de salaire de revenu. Quand l'agent est au poste, en réalité, il y a deux choses qui meublent son salaire. Il y a, c'est 10 000 francs comme... ça dépend de la catégorie, comme loyer. Vous voyez, c'est 5 000, 10 000 francs que l'État paye encore pour votre loyer, pour le déplacement, pour quelque chose des familles. Il y a quelque chose qui sont habillés en état au salaire, qui donne le revenu. Dès lors qu'il va à la retraite, tout ça ne l'accompagne pas. Donc, du coup, qu'on dit que son revenu ne va pas changer, c'est faux, archi faux. Et deuxième chose, qu'est-ce qui peut modifier, qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui, du moins, s'arrêter une telle décision dans un contexte de radicalisation, d'insécurité, de terrorisme qui est déjà dans notre pays. J'ai écouté un journaliste la dernière fois qui disait que les terroristes ont déjà lancé un appel pour que des gens, ceux qui ne sont pas agents, ceux qui ont été renvoyés à la retraite, puissent les rejoindre. Vous savez, je voudrais prier le bon Dieu qui puisse toucher le cœur de nos gouvernants, qui puisse rapporter au plus tôt cette décision. Parce que je peux vous rassurer, aucun fonctionnaire de leur catégorie ne gagne 500 000 francs. Je suis un agent de l'État, je vous le dis. Aucun agent mis à la retraite, son salaire n'atteint 500 000 francs, à la limite 200, 300 000 francs. Je vous assure. Voilà quelqu'un qui ne gagne même pas ça. Que vous lui retirez ça du coup. Et voilà des gens les plus pauvres. Ceux qui sont de faibles d'esprit vont se prêter rapidement à ce jeu. J'ai appris la dernière fois avec des experts d'une organisation qui disait que actuellement ceux qu'on enrôle, c'est 400 000 qu'on leur donne. Voilà que des gens que vous mettez en difficulté, qui doivent envoyer leurs enfants à l'école. D'autres actuellement, je vous dis, peut-être ont leurs enfants à l'extérieur. Et que là-bas, c'est-à-dire personne n'est là pour donner de l'argent. Qu'est-ce qu'il veut faire? La réaction l'instinct paternel les amène, les faibles d'esprit, à se prêter à ce jeu. Je voudrais quand même supplier le chef de l'État pour qu'il rapporte sa décision. Parce que rien ne justifie cela. Et je peux vous faire également une promesse arrêtée à nos compatriotes, qui nous font encore confiance que d'ici de 24 mois, quand on aura d'autres députés, cette loi fera partie des premières lois qu'il faut modifier, qu'il faut annuler au plus tôt et remettre en réalité ces gens-là en leur fonction. Je vous en fais un serment. D'accord, on va finir très rapidement en quelques secondes. On va revenir sur l'actualité politique, la révision de la Constitution, la relecture du code électoral, avec votre message très rapidement à l'endroit de tous les acteurs politiques qui s'y mettent en ce moment. À nos compatriotes, je voulais les rassurer que la révision de la Constitution ne sera que juste un vieux souvenir. Et qu'ils ne veulent pas réviser la Constitution, ils veulent juste faire un test pour voir combien de députés ils ont encore à l'Assemblée nationale. Donc, qu'ils restent tranquilles. Deuxième chose, je voudrais dire aux députés, les 109 députés, tout bord confondu, que la modification du code électoral, ce n'est pas à notre profit, ce n'est pas au profit d'un parti politique. Parce que demain, les positions peuvent changer. Mettons un système pour que quiconque on mette là, que ce soit vous ou bien vos plus ennemis, que le système soit libre et transparent. Mais surtout à la jeunesse, je voulais les inviter à savoir que les élections qui viennent, si vous n'entrez pas, même si c'est, comme disait enfant, même si c'est chef d'arrondissement, conseiller communal, là, il faut chercher à manger. Enfin, c'est une manière de dire éduquant, enfin, vous comprenez. Oui. Parce que nous avons laissé toujours la politique en réalité aux médiocres qui nous ont gérés de façon médiocre et de façon très égoïste. C'est le moment en réalité de renouveler la classe politique. Ce n'est pas une question de mouvement, ce n'est pas une question d'opposition. C'est une question de la République qui vous appelle. D'accord. Merci à vous, monsieur Apollinaire Avoyon. Vous êtes le président du parti La Nouvelle Force nationale. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand format, on va changer de sujet. On va parler cette fois-ci de l'entrepreneuriat avec un autre invité. On va l'installer avec Actu sur le net, réalisation Florence Boussa. Première exposition de la grande foire iranienne après la Covid-19 au Hall des Arts de Cotonou. La foire iranienne est heureuse de rouvrir ses portes pour le bonheur du peuple béninois. Du 8 au 25 février 2024, vous êtes tous invités à nous rendre visite au Hall des Arts de Cotonou pour une exposition extraordinaire.
Repartez avec des décorations d'intérieur de maison de haute qualité, les meubles, les tapis de maison, les lustres, les bijoux pour hommes et femmes, les ustensiles de cuisine. Profitez de la grande foire iranienne du 8 au 25 février 2024 au Hall des Arts de Cotonou afin de donner un autre visage à vos maisons, bureaux et surtout, repartez avec des articles de qualité à des prix incroyables. La foire ouvre ses portes tous les jours de 10h à 20h au Hall des Arts de Cotonou. Du 8 au 25 février 2024, faites-vous plaisir. Obtenez ce que vous désirez en vous rendant à la grande foire iranienne. Foire iranienne, des articles de qualité à des prix formidables. On est calé pour la canne. La canne chez Distrimas, c'est gratuit avec les décodeurs intégrés des téléviseurs Full HD Nasco LED de dernière génération. Comment installer les chaînes gratuites sur nos télévisions Nasco? Étape 1. Branchez le câble de votre parabole à votre téléviseur Nasco. Étape 2. Choisissez la langue de votre téléviseur Nasco. Étape 3. Choisissez environnement dynamique. Étape 4. Choisissez Bénin. Étape 5. Choisissez TNT. Étape 6. Lancez la recherche. Offre disponible jusqu'au 12 février. Rendez-vous dans nos agences Distrimas Calavi, Cotonou Marina et Porte Novo. Contact vendeur 99 18 47 47. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison chap-chap. Du week-end à ce matin, le sujet qui intéresse et qui continue d'intéresser sur les réseaux sociaux, c'est cette proposition de loi portant révision de la Constitution du Bénin. Elle est introduite à l'Assemblée nationale par l'honorable Hassan Seibou du Parti Bloc républicain le 26 janvier dernier. L'auteur de cette proposition de loi souhaite qu'on inverse l'ordre des élections en organisant d'abord la présidentielle avant la tenue des élections législatives et communales. Cette inversion constitue également une solution législative qu'appelle la décision numéro 2024-001 du 4 janvier 2024 rendue par la Cour constitutionnelle en vue de satisfaire au principe de l'égalité et de légitimité des parrains selon le président du groupe parlementaire Bloc républicain. Dans ce sens, deux articles 153 et l'article 42 de la Constitution sont touchés. L'article 42 proposé renforce a priori le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Dans tous les cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats présidentiels. Sujet la proposition. Cette initiative de loi portant révision de la Constitution est très commentée sur les réseaux sociaux. Un internaute écrit sur sa page Facebook: au milieu des souffrances des Béninois, le numéro 2 du gouvernement, Abdoulaye Biotchane, et son suppléant font feu de tout bois pour exaucer le vœu de leur patron. Ils se fichent de l'urgence de l'heure pour le Bénin et tout ce qui leur importe, c'est réviser la Constitution. À un autre de dire, rien ne marchera s'il plaît à Dieu. C'est les gens comme ceux-là qui trahiront le président actuel au fil du temps. Pendant ce temps, dans la sous-région, on est plutôt préoccupé par le retrait de certains pays sahéliens de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ceux de AO. Les militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont annoncé simultanément sur leurs chaînes de télévision respectives leur retrait de cette organisation sous-régionale avec effet immédiat. Dans le communiqué, les dirigeants affirment prendre toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondre aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population. Comme on pouvait s'y attendre, ce retrait n'a pas laissé indifférents les internautes. Que ce soit des citoyens burkinabés ou encore des Nigériens, on est très préoccupé par cet acte posé par le trio Goïta Traoré-Tiani. Ismaël Diallo, ancien diplomate, analyse en ces termes. C'est une occasion de forcer la CEDEAO à une introspection. Un autre dit: c'est ce qui les arrange, sinon ce n'est pas en faveur de la population en tout cas, puisque vous le savez bien que cela n'arrangerait pas le secteur privé. Tout ça pour se maintenir au pouvoir.
C'était Actu sur le net avec Florence Bossard. Retour sur le plateau du grand format. Je vous rappelle que dans une dizaine de minutes, nous allons passer en revue les grands sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. L'exercice qui sera assuré par Claude Alofa. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Mais avant, on va parler entrepreneuriat. Monsieur Walio Aene, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes le fondateur de l'école supérieure l'EPAS, établissement para-universitaire à Sana Formation. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, votre école fait la promotion de l'entrepreneuriat à travers plusieurs types d'interventions. Justement, comment se porte-t-elle l'école, l'EPAF? Mais l'EPAF, entendez bien évidemment, établissement para-universitaire à Sana Formation se porte merveilleusement bien. Donc, ça va. Donc, quels sont ces actes d'intervention? Alors, il faut rappeler très rapidement les actes d'intervention de l'EPAF. Nous faisons essentiellement la promotion de l'entrepreneuriat. Pour nous, l'entrepreneuriat doit passer par 3 étapes importantes. La première, c'est l'orientation. Il faut investir dorénavant sur l'orientation scolaire universitaire afin que les jeunes prennent conscience de leurs possibilités. Le deuxième niveau d'intervention, c'est la formation dans les métiers. Parce que pour nous, la meilleure manière de faire des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de bâtir en fait autour d'une expertise, autour d'une formation métier, les compétences entrepreneuriales. Et le troisième niveau, c'est bien évidemment le renforcement des capacités, l'accompagnement, le soutien à des personnes qui ont déjà démarré un projet. C'est ainsi que pour nous, on peut promouvoir véritablement l'entrepreneuriat. D'accord. La semaine d'opportunité aux entrepreneurs, c'est l'une des actions que mène votre actualité. Pourquoi cette initiative? Alors, la semaine d'opportunité aux entrepreneurs, comme je viens de vous le dire, découle en fait du troisième niveau d'intervention. Le renforcement de capacité, l'accompagnement des entrepreneurs pour leur ouverture à l'international. Donc, c'est une initiative de notre école pour permettre en fait aux entrepreneurs débutants ou qui sont déjà confirmés, qui ne sont pas très grands, de pouvoir avoir accès en fait à l'international et de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes pour partager leur expérience avec les autres et aussi pouvoir faire d'autres plaidoyers. Donc voilà pourquoi la semaine d'opportunité aux entrepreneurs. D'accord. 3 éditions déjà à mettre à l'actif de votre école. Que peut-on retenir des 2 précédentes? Alors, 2 éditions que nous avions déjà faites. On est à la 3e édition en fait cette année. Les 2 premières éditions ont eu lieu en Turquie. Ça a tenu compte de plusieurs domaines d'activité, dont le domaine de la santé, le domaine de la boulangerie, pâtisserie, le domaine des BTP, ainsi de suite, ainsi de suite. Les résultats sont là. Vous avez vu en novembre passé des médecins venir ici au Bénin dans l'esprit du transfert de compétences. Ça va poursuivre en fait les acquis de la semaine d'opportunité aux entrepreneurs, les 2 éditions quand même qu'on a organisées en Turquie. Alors, voilà ce que je peux vous dire comme bilan. Les bilans sont disponibles sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux, un peu partout. D'accord. Après, la Turquie, c'est la Chine qui va accueillir l'édition 2024. C'est bien ça. Pourquoi le choix de la Chine? Alors, nous partons bien évidemment en Chine en juillet 2024. C'est du 5 juillet au 15 juillet 2024. Parce que vous avez vu le président de la République, le chef de l'État, fait un voyage sur la Chine l'année dernière. Et il a rassuré les Chinois, il a balisé le terrain, il a même donné des facilités aux Chinois pour pouvoir venir au Bénin. Donc pour nous, c'est une opportunité. Nous, on ne va pas attendre. On va tout de suite se rendre en Chine parce que le chemin il est ouvert et puis les Chinois forcément vont nous recevoir autrement par rapport aux autres pays du fait de l'action du président de la République en Chine l'année dernière. Donc cette année, bien évidemment, on devait choisir un autre pays, mais on a choisi la Chine pour cette action menée par le président de la République l'année dernière. Alors, et comment ça se prépare? Quelles sont les dispositions prises ici comme en Chine pour la réussite de cette organisation? Alors, merci pour la question. Vous savez, le succès d'une opération va résider dans sa préparation. Une activité que nous organisons en juillet, nous avons commencé par parler de ça en janvier. Vous voyez tout le temps en fait qui est pris pour pouvoir préparer l'activité. Au Bénin, les dispositions sont prises. On prend contact avec les institutions pour bénéficier de leurs conseils, de leurs orientations aussi. En Chine, les contacts sont pris. On travaille avec des partenaires locaux en Chine qui sont en train de mettre tout en œuvre pour une semaine d'opportunités réussie en Chine. Et quels sont les domaines que vous comptez impacter cette fois-ci? En Chine, ok. En Chine, plusieurs domaines. On va essayer de rappeler quelques-uns vu qu'on est limité par le temps.
il y a le domaine de la formation technique et professionnelle. Les promoteurs d'écoles ou des centres de formation technique et professionnelle sont invités à participer à la semaine d'opportunités aux entrepreneurs qui aura lieu en Chine. Parce que vous savez, l'un des problèmes de nos écoles de formation, en fait, de nos centres de formation, c'est le plateau technique, en fait. Et aujourd'hui, le Bénin a fait le choix de la formation technique et professionnelle pour combattre le chômage. Mais je reste convaincu, moi de même, que c'est ce chemin, en fait, qu'il faut emprunter pour pouvoir lutter contre le chômage. Mais il faut une bonne formation technique et professionnelle pour pouvoir atteindre ce pari-là. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la technologie, bien évidemment. Vous savez, les Chinois ont fait d'énormes progressions sur le domaine de la technologie, les accessoires de téléphones portables, les accessoires d'outils informatiques, le développement de solutions technologiques. Il y a le domaine des énergies solaires, il y a le domaine du BTP, il y a le domaine de l'agriculture, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, quel est le profil des entrepreneurs recherchés pour cette fois-ci? Alors, c'est important, enfin, de répondre à cette question. Il faut éviter de faire croire aux gens qu'ils vont devenir entrepreneurs en participant à un voyage. Ça n'arrivera pas, c'est une aberration. L'entrepreneuriat se construit, l'entrepreneur se construit dans le temps, l'entrepreneuriat se construit dans le temps. Donc, un débutant, une personne en fait qui essaye déjà de faire quelque chose et qui a des difficultés, qui a besoin en fait de voir comment ça se passe ailleurs, de tisser de nouvelles relations, ce sont des personnes en fait qui nous intéressent. On n'a pas besoin de quelqu'un qui n'était pas entrepreneur avant, qui arrive à dire bon ok, moi aussi j'irai en Chine et partant de là je vais devenir entrepreneur. Ça ne se passera jamais de cette façon-là. D'accord. Quelles sont les dates les plus importantes à retenir dans le cadre donc, de cette opportunité aux entrepreneurs? Alors, 2 dates qu'il faut retenir. En fait, il y a le mois de mars qui fixe en fait le délai des préinscriptions. La préinscription, c'est quoi? Vous vous manifestez, vous donnez votre nom et prénom. Nous, on fait un ensemble de recherches en fait sur vous. Vous payez les forfaits en fait de préinscription qui permettent à ce qu'on prenne des dispositions de l'autre côté de la Chine pour vous. Il y a le mois d'avril qui marque la fin en fait des inscriptions et on va rentrer à partir du mois de mai dans les préparatifs réels pour le voyage en Chine. Et ce qu'il faut retenir, qui est le plus important, c'est que la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Chine aura lieu du 5 au 15 juillet 2024. Alors, on constate qu'il y a plusieurs initiatives du genre en direction de la Chine. Est-ce que ce n'est pas la même chose ou qu'est-ce qui vous différencie des autres? Déjà, je voudrais vous dire que c'est une bonne chose qu'il y ait plusieurs initiatives en fait pour la même chose. Mais ce qui est important, c'est le résultat que chaque initiative arrive à produire. Et moi, j'aime la concurrence, j'aime les initiatives parce que ça permet plus rapidement d'établir la vérité. Vous savez, vous allez réussir à tromper les gens une seule fois. Vous ne réussirez pas à les tromper plusieurs fois. Donc, oui, moi j'invite nos compatriotes à suivre en fait tout ce qui se passe et à faire leur choix, à se référer de ce qui se passe, ce qui s'est passé auparavant, à se référer du profil en fait de chaque promoteur et prendre des décisions en fait les décisions qu'ils veulent. Je ne veux pas dire aux gens de venir forcément faire la semaine d'opportunité aux entrepreneurs avec l'EPAF. Ils sont libres d'aller là où ils veulent, mais il faut vérifier tout avant de prendre la décision. D'accord. Merci à vous, Monsieur Walio Aïner. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'école supérieure l'EPAF, établissement para-universitaire Asana Formation qui organise la semaine d'opportunités aux entrepreneurs. Très bonne journée à vous. Bonne journée, cher ami. Dans le dernier rendez-vous de cette émission, nous serons avec 2 artistes. C'est un duo magique qu'on vous amène à découvrir. Carmel, la percussion et Danny Vaudou seront avec nous sur ce plateau dans un instant. Mais avant, nous allons marquer une pause pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Asyombo Kani Asyombo. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous sommes avec Claude Alofa. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Voici la revue hebdo.
toutes et à tous, bonjour et merci de retrouver la revue de presse hebdomadaire. La semaine aura été fortement ébranlée par la proposition de révision de la Constitution souhaitée par le député Hassan Seibou. À ce sujet, dans sa parution du lundi, la Nation indiquait qu'une proposition de loi portant révision de la Constitution est introduite le vendredi 26 janvier à l'Assemblée nationale. L'initiative émane du député Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, qui propose notamment une réorganisation du calendrier électoral en 2026, de sorte à avoir l'élection présidentielle avant les législatives et communales. L'autre quotidien expliquait que d'après Hassan Seibou, sa proposition de loi vise à régler d'une façon complète la modification de la Cour constitutionnelle. Le député a expliqué que son texte a suggéré l'organisation de l'élection présidentielle en février 2026 au lieu d'avril 2026, environ 2 mois d'avance pour la fin du mandat de l'actuel président de la République. Pendant ce temps, les députés et les maires actuels vont parrainer des candidats à la présidentielle de 2026. Le texte proposé par Hassan Seibou a aussi suggéré une prorogation des mandats des maires et des députés jusqu'au mois de juin 2026. Le même journal, dans sa publication du mercredi, rapportait l'ex-président de la République, Boni Yayi, qui fait allusion à la proposition de loi introduite au Parlement. D'après Boni Yayi, à la date du dépôt de cette proposition de loi de modification constitutionnelle, aucun diagnostic n'a conduit à identifier un problème majeur qui justifierait une nouvelle révision de la Constitution. Boni Yayi juge en outre que cette révision est un piège potentiel dans lequel il convient de ne pas tomber pour ne pas replonger le Bénin dans l'incertitude et la crise. En tout cas, notez fraternité, l'opposition est méfiante. Elle refuse de s'associer à toute initiative de révision de la Constitution et appelle à un dialogue national qui va réunir les autres forces vives en concertation. À l'initiative du Parti Les Démocrates, les partis politiques opposés au pouvoir en place ont eu l'occasion de donner leur point de vue sur le débat enclenché par une décision de la Cour constitutionnelle. À l'origine, le juge de la loi fondamentale a demandé au Parlement de se prononcer sur une inquiétude soulevée sur les ayants droit au parrainage des duos candidats à la présidentielle de 2026. Qui des nouveaux élus en 2026 ou des actuels va détenir ce droit de parrainer. La question concerne plus les maires dont certains élus seront installés avant et d'autres après la date clôture du dépôt des dossiers des candidats à la présidentielle. Pour le journal Les Pharaons, l'opposition perçoit toute modification constitutionnelle comme une tentative potentielle du pouvoir en place de consolider son emprise, peut-être même au détriment des principes démocratiques fondamentaux. L'opposition craint que de telles modifications ne soient une stratégie pour retarder les élections et prolonger le mandat actuel du gouvernement. Le journal a de faire observer qu'il est important de noter que la stabilité politique et la confiance dans le processus démocratique sont essentielles pour l'évolution harmonieuse de toute nation. La révision constitutionnelle, lorsqu'elle est menée de manière équitable et transparente, peut renforcer la démocratie. Toutefois, si elle est perçue comme manipulée à des fins politiques, elle peut devenir un point de friction majeur et une source de tension politique. Constat de fraternité vendredi, la classe politique est divisée sur la question de la révision de la Constitution. À ce sujet, 2 fronts seront formés. D'un côté, les initiateurs et leurs défenseurs. Pour eux, le salut en 2026 ne viendra que d'une relecture de la loi fondamentale. De l'autre, ceux qui réfutent cette perspective et proposent des cheminements alternatifs pour corriger les erreurs constatées dans le code électoral. Si dans le camp de l'opposition, la voie est unique, ce n'est pas le cas de ceux qui se réclament de la mouvance. Certes, officiellement, les principaux partis de la mouvance siégeant au Parlement sont unis pour soutenir la révision. Cependant, dans la réalité, au sein de la grande famille de la mouvance présidentielle, il y a des voix dissonantes. C'est le cas de Renaissance nationale, ancienne UDBN, ajoutait le journal. Loin de la proposition de modification de la Constitution,
Intéressons-nous à la création d'agences pour la valorisation des patrimoines du secteur de la culture, ce qui faisait écrire à la nation que ce ne sera pas une, mais plutôt 4 agences qui auront désormais à charge de mettre en exergue les valeurs culturelles des différentes aires culturelles du Bénin. Une agence s'occupera de l'aire à Diatado, une autre se chargera de l'aire du Grand Borgo. La 3e agence s'attellera à sauvegarder les valeurs de l'aire Yoruba et la dernière veillera à la pérennisation des potentialités de l'aire culturelle des montagnes. Ce classement ne relève pas des considérations physiques et géographiques, mais essentiellement des aspects sociologiques et culturels. L'option du gouvernement de créer plusieurs agences, à en croire Wilfried Léandre Mbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, se justifie par la délicatesse du sujet. Fraternité ajoutait qu'ayant signalé que les agences concernées sont constituées sous la forme d'établissements publics à caractère social et scientifique, le Conseil a rappelé qu'elles auront pour mission principale d'élaborer, sur la base des orientations du gouvernement, des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, en liaison avec les communautés, groupes et ou individus. Le cas échéant, elles se chargeront également d'assurer leur mise en œuvre dans la perspective d'améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays, a fait savoir le relevé du Conseil. Et puis, ces derniers jours, soulignaient les pharaons, le Bénin a été témoin d'une augmentation significative des prix de certains produits de grande consommation, comme l'a révélé la dernière évaluation hebdomadaire de l'Institut national de la statistique et de la démographie pour la période du 8 au 14 février 2024. Selon cette institution spécialisée dans les études statistiques, cette hausse des prix est en grande partie attribuée à la diminution de l'offre de ces produits sur le marché. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. Voilà, c'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire signée Assurement Kanye, Assurement que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci d'être avec nous ce dimanche. On va commencer avec le sujet du moment, la révision de la Constitution et la relecture du Code électoral qui, la révision, le projet a été affecté à la Commission des lois à l'Assemblée nationale. On attend le premier débat. Mais avant, comment vous suivez les débats? Oui, déjà, dès que l'idée a été émise, nous savons très bien que les deux camps à l'Assemblée nationale ont commencé déjà par prendre des positions. L'opposition est restée opposante, bien sûr, à la réforme, à la possibilité donc de la modification, aussi bien de la Constitution que du Code électoral, alors que la mouvance initiatrice, apparemment, reste soudée et propose, bien sûr, que cette réforme-là ait lieu au plus tôt possible. Mais on constate que de chaque côté, il y a des arguments à la seule différence que le côté qui refuse garde juste pour principe on ne révise pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt à réviser, sans chercher donc à voir si les arguments avancés de l'autre côté sont nécessaires, sont utiles, sont des arguments qui tiennent. Ici, on décide simplement de ne pas toucher et de ne pas toucher parce qu'on ne veut pas y toucher. Et au sein même de la mouvance présidentielle, on ne parle pas, donc on ne voit pas les choses de la même façon. Quand on prend la déclaration de Mme Claudine Prudencio de la Renaissance nationale, donc de Jacques Ayadji, de Moël Bénin, on se rend compte qu'il y a quand même des gemmes de division au sein de la mouvance sur donc, le sujet de la révision de la Constitution. Oui, lorsqu'on sort des partis qui sont à la représentation à l'Assemblée nationale, et qu'on descend vers la base, les autres partis politiques, on constate qu'ils ne sont vraiment pas partants.
Maintenant, au-delà du débat, on se demande quelle est la force dont disposent ces partis politiques. Ils n'ont pas été même les premiers à être consultés, parce que ceux qui décideront, c'est principalement ceux qui sont donc à l'Assemblée nationale. Mais je suis d'accord avec vous que le débat à ce niveau-là montre que l'intérêt n'est pas le même au niveau donc de chaque regroupement politique. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale n'ont certainement pas le même intérêt que ceux-là qui ne sont pas à l'Assemblée nationale au niveau de la mouvance présidentielle. Parce que de l'autre côté, par contre, on a l'impression qu'il y a une certaine unanimité parmi les opposants qui tiennent donc à ce que la Constitution ne soit pas révisée. Et s'il y a quelque chose à demander d'abord au parti de la mouvance présidentielle, c'est de chercher à convaincre tous les partis qui soutiennent l'action du gouvernement Patrice Talon, avant de chercher maintenant à aller de l'autre côté. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette union-là, au niveau de la mouvance présidentielle, au sujet donc de cette révision, ce serait difficile vraiment de pouvoir convaincre l'opposition, parce qu'elle avancera comme argument que ce n'est pas parce qu'elle est seulement opposition, mais qu'il y a des partis de la mouvance présidentielle qui sont pas d'accord de cette et puis Boni Yahi, qui est le président du parti, les démocrates, a clairement affiché sa position. Il promet de faire échec donc à cette démarche. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration dans la semaine? L'ancien président Boni Yahi a été confronté également à une telle opposition. Et donc, rester égal à lui-même et aller très loin, je crois, dans cette prise de position par rapport à son parti politique. C'est vrai, l'ancien président n'est pas à l'Assemblée nationale, mais il dirige le parti qui est un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale. Et la position est si radicale qu'on ne peut pas espérer un changement de sitôt par rapport donc à cela. Cela fait un peu sourire parce que vous voyez, quand les hommes politiques sont au pouvoir, on a l'impression qu'ils ont autres idées. Et quand ils quittent le pouvoir, ils ont une autre manière de voir les choses. Je suis très sûr que l'ancien président de la République, Yahi Boni, aurait réfléchi autrement s'il était donc... au moment où il était au pouvoir, sa réflexion était autre par rapport à la révision de la Constitution. Et donc, un peu comme si, quand on est opposant, on ne veut pas qu'on révise la Constitution. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a pas une réflexion juridique poussée autour de cette possibilité de réviser ou non la Constitution de la République du Bénin. C'est d'abord une loi. Et étant donné que c'est une loi, il est important que ce soit analysé sur le plan purement juridique et avant de calculer les intérêts politiques. Mais lorsque c'est le gouvernement qui propose ou des soutiens au gouvernement qui propose la révision, on constate que l'opposition est carrément, systématiquement contre. Sans chercher autre forme d'analyse de la question, elle est systématiquement contre. Et donc, cela amène finalement le peuple à se demander si les révisions initiées par-ci, par-là, ne sont pas souvent des questions de pur intérêt politique. Et, de la même manière, si le chef de l'État a vraiment envie que la Constitution soit modifiée, il serait donc, à mon avis, plus intéressant de s'adresser au peuple. Parce que là, au moins, on peut espérer quelque chose de plus honnête, quelque chose de plus sérieux. Mais quant à la classe politique, que soit elle représentée à l'Assemblée nationale ou en dehors de l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr qu'on ait quelque chose d'intéressant, ni d'un côté ou d'objectivité. Ce n'est pas évident. Le peuple seul pourrait donc, à mon avis, prendre une vraie décision. D'accord. Et nous avons suivi cette sortie des forces de l'opposition cette semaine. Et puis, le constat, on va dire, le parti Force Corée pour un Bénin émergent, donc n'y était pas finalement, elle a été reçue par le chef de l'État. Stratégie politique selon vous? Stratégie politique, mais aussi une conséquence les acteurs politiques ils parlent simplement. Parce que, voyez-vous, lorsqu'il était question de regrouper les opposants,
une classe politique juge sa seconde. Je prends, parmi les opposants, vous avez les démocrates qui pensaient que la FCBE n'était pas de l'opposition et qui critiquaient la FCBE au moment où c'était la FCBE qui dirigeait l'opposition, donc chef de file de l'opposition. Maintenant que les FCBE ne sont pas là, c'est difficile pour eux de pouvoir associer la FCBE à leurs actions. Et ça montre bien sûr que tout ce que les hommes politiques, que ce soit est-ce que la FCBE n'ont pas intérêt à s'associer aux démocrates puisqu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale? Est-ce que la FCBE peut faire cavalier, donc peut faire chemin seul? Mais déjà, elle influence, puisqu'elle est reçue. Elle est reçue à part par le chef de l'État et nous en parlons actuellement. Ça veut dire que d'une certaine manière... C'est une façon de la consoler. Évidemment. Bon, de la consoler peut-être, mais aussi que l'opposition sache que les FCBE ont un mot à dire, puisque c'est un parti de l'opposition, un parti qui a été quand même chef de file, aujourd'hui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale n'est pas le seul lieu où la révision de la Constitution peut être décidée. Le chef de l'État peut décider d'aller ailleurs, donc de s'adresser au peuple. Et s'il décide de s'adresser au peuple, les FCBE auront un grand rôle à jouer. Et pour moi, l'opposition est comme la mouvance. Chacun doit savoir qu'il faut savoir jouer et pas seulement pour les intérêts immédiats. Oui, pour les intérêts immédiats, les démocrates avaient jugé bon de critiquer la FCBE, la gestion politique de la FCBE de l'opposition. Mais maintenant, il ne peut pas espérer que la FCBE se range tout de go de leur côté. Il faut donc... Est-ce que la FCBE peuvent-elles gagner une élection en 2026? Pourquoi pas? Tout le monde peut gagner l'élection. Pour tout le monde, quiconque est candidat et qui fait une bonne campagne électorale peut donc gagner. L'essentiel est de pouvoir, selon le code électoral actuel, selon la constitution actuelle, de pouvoir avoir, si c'est pour les présidentielles, les parrainages nécessaires, de pouvoir avoir les 10% et donc de pouvoir faire compter ses voix. Ce qui n'est pas facile à obtenir. Ce qui n'est pas facile à obtenir, mais nous sommes à quelques mois et le peuple seul est décideur, le peuple seul est juge. Donc tout le monde peut être élu, qu'il soit de la mouvance, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit des LD ou des FCBE, tout le monde peut être élu. D'accord, on va changer de sujet très rapidement. Avec vous, mon cher Claude Alofa, nous avons suivi cette semaine la démission du secrétaire exécutif de la mairie de Ouidah pour des raisons de convenance personnelle. C'est la raison qui est souvent évoquée. Finalement, que se passe-t-il avec la SE? Nous avions déjà évoqué cela lorsque il y a eu des décès, des difficultés psychologiques. Et puis l'argument qu'ils avancent, c'est l'argument le plus professionnel possible pour des convenances personnelles. Mais dès que c'est dit, on comprend tout de suite que c'est des questions de cohabitation entre l'autorité politique et l'autorité administrative et technique que représente donc les SE. Et cela montre, moi je pense toujours, que cette réforme-là qui consistait à éviter que les fonds de nos mairies soient dilapidés, soient utilisés n'importe comment, c'est une réforme pour moi qui montre qu'elle est efficace. Parce que, oui, les maires, eux, ne démissionnent pas encore parce qu'ils ont encore la possibilité de faire chantage, de faire chanter les SE qui sont en fait des agents de l'État et qui sont affectés dans des milieux... Ils sont considérés comme des étrangers. Des étrangers dans les milieux où ils travaillent. Et donc, pour le moment, l'autorité politique utilise, c'est un chantage qui est utilisé pour affaiblir donc les SE. Il a sa base politique. Sa base politique et donc pour affaiblir les SE. Mais moi, je me dis une chose. Et à force de continuer, il faudra renforcer peut-être les SE et affaiblir un peu plus les maires parce que ce n'est pas juste. Si on trouve que les SE commettent des erreurs de travail technique, si les SE, par exemple, volaient l'argent, non, prenaient des décisions qui ne sont pas normales, encore que les SE sont chargés de mettre en application ce que le conseil communal décide. Et le conseil communal, toujours géré par le maire. Donc, c'est le budget qui est voté par le conseil communal que le SE met à exécution. Mais où est le problème pour qu'on empêche les SE de pouvoir donc faire le travail? Et donc, à cet effet, moi je suis dans la logique où la réforme est très bonne
pour moi. Et il faut plutôt même renforcer le pouvoir des SE pour espérer voir clair dans tout ce qui se passe au niveau de ce travail. On va finir avec une note de sport, Claude Alofa. On connaît désormais les demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Hier, nous avons suivi les quarts de finale. Alors, vendredi, samedi, il y a 2 matchs. Oui. Nous n'y sommes pas, hein, le Bénin, mais nous prenons du plaisir à ce que les Ouest-Africains... Le Nigeria qui tient en respect à l'Angola et la République démocratique du Congo qui inflige une correction à la Guinée. Hier, c'était le tour de la Côte d'Ivoire, également l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. Globalement, comment est-ce que vous suivez les compétitions? Beaucoup de surprises, hein, de surprises, mais on sait que c'est le meilleur qui gagne, avec la possibilité que l'arbitre ne se trompe plus, parce que dès qu'il se trompe, il peut être ramené rapidement à reprendre, c'est-à-dire à revoir sa décision. Donc c'est certainement les meilleurs. Et le meilleur sur le terrain de football, ce n'est pas seulement le meilleur technique, c'est le meilleur psychologique. C'est aussi la force du 12e homme, je crois, qui aide beaucoup la Côte d'Ivoire qui arrive à avancer, vaille que vaille, mais qui avance quand même et qui réussit donc ses succès. Certaines équipes qu'on espérait pouvoir être à ce niveau-là ont montré des limites. Le Sénégal, l'Égypte, le Maroc qui a montré de beaux jeux dès le départ. Mais une chose est claire, la fête du football a lieu et les téléspectateurs... Sans les guépards, mais bon, nous nous préparons d'ailleurs même de loin. La prochaine fois que les guépards soient sur la ligne d'arrivée, mais toujours que nous soyons parce que nous y soyons, parce que nous sommes bons, parce que nous sommes bien préparés. Il ne faut pas y aller juste parce qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que nous sommes en pleine forme, parce que nous aurons appris de l'expérience des échecs et parce que nous aurons eu un encadrement technique qui nous permette de démontrer quelque chose d'intéressant à l'extérieur, donc dans les compétitions. D'accord. Et le chef de l'État l'a promis, on sera là à la prochaine CAN, on va l'espérer. Oui, en mettant les moyens bien sûr, mais en espérant aussi que les joueurs s'y mettent, en espérant que nous ayons une capacité technique supérieure à celle des autres. Parce que la promesse du chef de l'État, c'est tout mettre en œuvre pour qu'on y soit. Mais là-dessus, il faudra que les jeunes qui doivent donc être sur le terrain soient aussi décidés. Parce que c'est d'abord pour eux, c'est pour le Bénin quand ils y sont. Nous sommes heureux de les voir. Mais c'est aussi pour eux qui démontrent de par le monde qu'ils savent jouer au football. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci pour ce regard sur l'actualité. Vous êtes l'un de nos analystes sur le plateau du grand format. Merci pour votre disponibilité à nous accompagner dans cette aventure. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. On se revoit dans quelques semaines. C'est toujours un plaisir d'être là. Bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici à présent l'instant artiste de la semaine. Deuxième production. Bon ouais. Tani vodu ya we. No finwe. Kasi madiwe o. Tani we wana wabo yonu beto yi. O sa tati kugalabo. Mende se botine o. Akulu no beno e kobolo bo. Mende se botine mi. O do ho me ayato kan menu. Kame percussion enyema na do tani vodu we kuna nyodo nyavito e no jira o akulu no gbeno e ko bolosi bo mede mai mede se bo jide mi we do pe hu me bo hu do mo e somi o tu mama la mede we na sai no we na ni na ja pe hu ho pe do tan ho e ya me. O mama la sagbata no le we na kwapo. Ena vewu, ena chidi. Ko koni na pe. O baba mi vere. Ala to de kene me yan. O baba cha ide ko. Chemi toni je ti ma hode. Gbigbi ton. Wa kwen wa do fio. Onu de wa kan wa do fio. No vi ate fa mu te ayiha. Alors nous étant là, yebi kuije kai, wanu e ave do. Maman, assez ah.
Beto akran wewe do ho me boton vovo tion le kere ayi kane waye kono san ha beto. Boy jo. Yeah, kake me ya. Okokolo fati tokobo la sa. Negado. Edo nu on le jen kade o me. O le jen kade o edie mi to me yi na ve ou. Dagwan ko to na ve o do ade me. Asedo khosa ede ya chaka me. Ne so pas ami hein. Asede ya chaka me. Ayi jen lo ko ren. Ayi ka jen wa lo ko ren bona kole me bo khofo. E inu kun mo je nu me to e wenle we yan. Fie o kono wa de ne wo masinyo e ye kono kon to me u nya vina jo e no ja nya vina kuno si me u nya vina kai we no bolo yo pone ko gba subodo na te ba ti pa kono do pa o de ba we do e akulu no pe bo ho be ye kan momo pe no ka ko bolo si bo me de kun pa chenu funfun me de aton bo jide mi ka bet peku mai me de sa ba e tewe when our boy on better e o za te ta ti ko garabo me de mai me de se bo ti o nu me se le ko. Je vous l'avais annoncé, c'est un duo magique que reçoit le plateau du grand format de ce dimanche. Carmel Percussion, bonjour. Dani Vaudon, bonjour. Bonne arrivée à tous les deux. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du grand format. Alors, on va commencer avec Carmel. La percussion, c'est quoi? Quel est son rôle dans la chaîne d'instruments musicaux? Alors, la percussion, oui, la percussion. D'abord, quand on dit percussion, ça parle déjà des instruments de la musique. Il y a la percussion dans la musique moderne et il y a aussi dans la musique traditionnelle. Mais nous sommes beaucoup plus dans la musique traditionnelle. Voilà. Alors, d'où vous est venue cette passion de manipuler, de manier donc, ces instruments? Bon, cette passion, d'abord cette idée a été formalisée plus tard, sinon tout s'étend du plateau d'Aboumé, ressortissant du plateau d'Aboumé. Il y a un creuset sur le campus, je vais dire, qu'on appelait AEADES, Association des étudiants ressortissants du plateau d'Aboumé. Et c'est d'ailleurs là que Dani et moi nous sommes rencontrés. Ok, c'est là où vous êtes connus. Ouais. Chacun était déjà dans l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'ACE, ce qui voudra dire donc que chacun a déjà à son actif des années d'expérience déjà. Vous voyez. Donc moi je me suis dit, pourquoi si j'arrive à exécuter plusieurs instruments à la fois, pourquoi ne pas créer quelque chose et collaborer avec quelqu'un qui peut exécuter ce que j'essaie de jouer avec mes instruments. Et c'est là que j'ai fait appel à mon collaborateur Dani Vaudon, lui qui déjà lui qui sait danser le corps et tout. Toutes les danses du Bénin, les danses traditionnelles du Bénin. Voilà. Donc c'est un peu ça. Dani, vous êtes chanteur également et vous êtes danseur professionnel. Alors comment vous avez été formé? Bon, en fait, moi d'abord je suis né d'une famille de danseurs, de chanteurs et de percussionnistes. La famille Akoli, si aujourd'hui on dit Akoli de Bogan, c'est une vedette qui est du Zou, plus précisément à Indjazon, qui a joué un rythme qu'on appelle Acha. Elle est ma tante paternelle. Donc depuis mon enfance, je voyais les parents jouer, chanter et danser. Donc j'ai hérité la danse, la chanson de ma famille royale, Akoli et Gansinteron. Et le mouvement, on va dire, synchronisé de corps que vous pratiquez dans la danse très souvent et vous le faites très facilement également. Est-ce que c'est parce que vous aviez ces prérequis dès le bas âge? Oui, j'ai le prérequis et aussi j'ai travaillé. Il faut même si tu as la passion, si tu as le talent, il faut le travailler. Et pour avoir la souplesse, pour avoir la souplesse et l'habitude de tourner le corps et avoir aussi une oreille attentive, une oreille musicale pour pouvoir détecter ce que dit
chaque instrument. Il faut en tenir compte. De la percussion, oui. On joue sur les patterns, on danse sur les patterns. Le gong principal, les tambours, ainsi de suite. Donc, on ne danse pas pour danser. Chaque pas posé, chaque corps rime avec l'instrument et l'audibilité de la percussion. D'accord. Et quels sont les différents, on va dire, les différents types de danse que vous pratiquez aujourd'hui au Bénin, il n'y a pas cette danse-là. Je maîtrise presque toutes les danses. Dans le plateau d'Abomey. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait le tour de plusieurs groupes de danse, ou bien comment est-ce que vous arrivez à vous adapter quand vous quittez d'une culture à une autre? Comment vous arrivez à vous adapter? Voilà, j'ai fait des ballets. J'ai fait des ballets comme l'a dit mon second, l'EACE, Ensemble artistique et culturel des étudiants. Aussi la UADES, Association des étudiants d'Abomey pour le développement. J'ai fait aussi le conservatoire. Donc, vu mes expériences, franchement, j'ai travaillé tous les rythmes du Bénin. D'accord. Tous les rythmes patrimoniaux. Et Carmel, lui, il a été organisateur à la section danse nationale, donc au sein de l'EACE. Ça a été un peu comme une école pour vous également? Oui, c'est une école. D'abord, l'EACE, quand on dit EACE, c'est un ensemble artistique, c'est uniquement pour les étudiants. Vous voyez? Donc il y a tout là, il y a tout dans cette maison. Il y a de différentes sessions, que ce soit la danse, couture, musique moderne, il y a tout. Mais moi j'ai choisi la danse. Donc vous avez dit maintenant que j'ai été organisateur dans la section danse. Ça veut dire que je suis aussi danseur. C'est ça. Vous voyez? Je suis danseur. Je suis seulement que je suis beaucoup plus percussionniste que danseur. D'accord. Voilà. On va marquer une pause de quelques secondes pour suivre donc l'une de vos vidéos, on va dire, qui a été beaucoup plus aimée sur les réseaux sociaux, il faut le dire. On va suivre quelques séquences et puis on revient. D'accord. Kamel Percu. Tani vodu kododo me kudoto lemi. Ama erozo ena oloto. O menu doto me konton le die. Ama erozo ena oloto. O mwe do hane me. Onu edagbo chebu me bondo mo le ko wa e. Onu edagbo chebu me bondo mo le ko wa ni. Donu ye. Medito tato e ole. Die papa to e ole. Akotono na de toni bonu. Wano konu bo khwe ome va un je khwe na ime dagbe. Ene. Akwara si to e bonu. Wano jahanu betono nu ome va un je khwe na ime dagbe. Anyomenya ando anyomenya no. Kasi se we ma una we ole. Die talane we ma una we ole. Akotono na ton we so zambonu. Wano vanu kumbo gbe ome va un je khwe ko ime yanya. E je mo ime yan lo. Boye na babo bodo nuwe. Lo namba o sobo khwe nuwe. Lobo namba o khembo to nuwe. O sama ibo negbe nana odo ofiti la jena. Enadia. Bemai bo enegbe nana odo ofiti la jena. Voilà, donc pour cette petite séquence de la vidéo donc de nos deux artistes de la semaine qui sont avec nous sur le plateau du grand format. Dani, parlez-nous un peu de la chanson, là, de quoi est-ce que vous parlez? Ok, cette chanson, elle a été chantée par un artiste, paix à son âme, Aglosité Hon, qu'on a interprété. Cette chanson parle seulement des comportements humains entre hommes
La médisance, la haine, donc sont des faits de société, voilà. D'accord. Alors dites-nous, Carmel, comment est-ce que ce duo a été constitué? Est-ce que c'est Dani qui a demandé à ce que vous vous mettiez ensemble, ou bien c'est vous qui avez demandé à ce que vous vous mettiez ensemble? Comment est-ce que c'est arrivé? Racontez-nous ça. Non, en fait, comme je l'avais dit, d'abord, comme étant la percussion étant une passion pour moi, donc pour moi, le fait d'assembler plusieurs instruments, jouer plusieurs instruments à la fois, ne m'a pas été très difficile. Vous voyez, ne m'a pas été très difficile. Donc je me suis dit, mais pourquoi? Pour jouer par exemple le rythme Zali, il faut un certain nombre de personnes, il faut plusieurs personnes. Oui, une dizaine de personnes. Mais vous jouez tout ça vous seul. Voilà. C'est en fait l'idée de synthétiser, de réduire le nombre de personnes a d'abord été la première idée pour moi. C'est celle qui m'a animé. Et je prends par exemple quelqu'un qui veut exporter le rythme Zali par exemple. Il doit beaucoup investir, puisqu'il doit faire voyager beaucoup de personnes. Faire de visa prise en charge. Il doit faire voyager beaucoup de personnes. Mais moi, si j'arrive à faire cela, je ne dis pas que je fais entièrement le rythme. En fait, je fais l'essentiel pour faire ressortir le son du rythme. On vous appelle l'homme orchestre également. Voilà. Donc, je fais l'essentiel pour faire sortir le son du rythme, parce que sans pour autant dénaturer l'original. Vous voyez, puisque pour jouer le Zali, par exemple, il y a plusieurs cloches qui interviennent. Il y a plusieurs cloches. On ne peut pas dire qu'on joue Zali en occultant le gong principal, par exemple, en occultant la vase, le zin, en occultant le tam-tam principal. Vous avez, on va dire, 4 membres, mais vous arrivez à jouer une dizaine d'instruments. Il y a plusieurs instruments. Ce rythme, toujours, il y a plusieurs cloches qui interviennent, comme je l'ai dit. Mais moi seul, je peux exécuter, je peux jouer toutes les cloches qui interviennent dans ce rythme-là. J'ai bien dit, sans pour autant dénaturer l'original. Donc, juste à jouer l'essentiel du rythme, tu peux montrer la base, tu peux montrer aux gens que bon, c'est vrai, c'est pas l'entièreté du rythme, mais avec certains instruments, tu peux faire ressortir le rythme. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. D'accord. Dani, la collaboration avec le label Deuxième Production, comment ça se passe? Voilà. En fait, notre première vidéo, on l'a fait en rendant hommage aux artistes méritants. Les vedettes comme Bézé, comme Émile Aligbe, comme Feu Cantiné. Mais nous l'avions fait dans une atmosphère pas trop professionnelle. Notre grand frère, Clavet Fandoran, qui est le grand frère de Carmel Percussion, il travaille déjà avec Deuxième Production. Et moi, en tant que danseur, j'avais fait quelques pas de danse pour le projet Clap Deli. Voilà. Donc on a jugé bon d'aller voir la maison de production, Deuxième Production, pour dire il faudrait qu'ils nous aident, parce que nous n'avons pas encore les moyens pour supporter les charges de son, de mixage et tout. Mais nous voulons professionnaliser. Il faudrait que le son soit audible. Il faudrait qu'on enregistre et tout dans un studio avec une maison de production. Et à bras ouverts, Deuxième Production nous a accueillis. Et c'est ça qui donne ce que vous voyez maintenant. D'accord. Voilà. Carmel, quels sont les objectifs donc, que vous êtes fixés en mettant en place ce groupe? Oui, l'objectif principal de ce groupe, du duo bien sûr, c'est d'abord de rendre plus exportables nos rythmes endogènes, de mettre la valeur sur, de mettre la lumière du moins sur nos rythmes endogènes sans pour autant les écorcher. Vous voyez, sans pour autant écorcher. Ben, avec juste 2 personnes, un danseur puis un percussionniste, on peut faire le tour avec nos oui, le tour avec nos rythmes. Donc et mieux vendre la culture. Et mieux vendre la culture béninoise. Voilà. D'accord. Dani, quelles sont les grandes scènes que vous avez déjà, on va dire, sur lesquelles vous aidez à produire? D'accord. Avant d'aborder ça, notre projet, d'abord, la maison de production a refusé qu'on continue dans la lancée de rendre hommage aux artistes. Il faudrait qu'on fasse notre propre.
album, voilà. Donc notre propre production, voilà. Et le Gbéroun que vous avez joué à l'entame de l'émission, c'est notre propre composition. Donc on n'a pas rendu hommage à un artiste, nous avons composé. Donc l'objectif d'abord est de faire notre album. Voilà, un single. Maintenant, pour les scènes, nous avions participé au festival Adjra. Assez, dans le Mono, à Grand Popo là-bas. Cotonou Barbecue, Finab, et festival Adjara à Porto-Novo. Et nous avons aussi raté des scènes internationales parce que les conditions n'étaient pas tout à fait. Ce qu'on souhaitait. D'accord. Et vos vidéos sont très suivies sur les réseaux sociaux. Comment vous gardez le contact avec vos fans? Voilà, on suit beaucoup de commentaires à vos sujets. Voilà, les fans, d'abord, on fait un clin d'œil à tous les fans qui partagent nos œuvres, qui aiment nos œuvres. C'est très important. C'est très important. Sans eux, nous ne sommes rien. Mais nous sommes très courtois avec les fanatiques parce que sans eux, nous n'avons pas la lumière qu'il faut. Et sans vous aussi, hein, parce que vous faites un bon travail sur nous. Et avec le temps, les fruits vont tenir la promesse des fleurs. D'accord. Dani, vous chantez, vous dansez. À quel moment vous chantez et à quel moment vous dansez, ou vous faites donc les deux au même moment? Je fais les deux au même moment. Parce que d'abord, nous sommes tous chanteurs. L'autre fait le lead, moi je fais le chœur, moi je fais le lead, il fait aussi le chœur. Le début on chante, en jouant on chante, en dansant on chante, pour ne pas donner un vide à ce qu'on fait. Voilà, donc c'est ça. D'accord, c'est complet. Kamel, vous, oui, allez-y, complétez. Oui, je disais qu'on se complète. D'accord. Alors, vous enseignez la percussion et également aux enfants? Oui, j'enseigne la percussion, j'enseigne également la danse. Ayant fait tout. J'ai oublié aussi. Sinon, on est tous des encadreurs. D'accord. On est des encadreurs culturels de l'État. Par l'État. Effectivement. Voilà, donc, pour les classes culturelles. Oui, pour les classes culturelles. Donc, on enseigne la danse et la percussion. Oui, donc c'est un peu ça. D'accord. Vous, l'objectif, c'est d'avoir vos propres, on va dire, vos propres vidéos et tout, albums et tout. Aujourd'hui, est-ce que vous y travaillez? Est-ce que vous y travaillez déjà? Oui, on travaille toujours. Actuellement, on est en studio. Oui. On travaille. Qu'est-ce que vous préparez, Dani? Dites-nous, qu'est-ce que vous préparez? Nous préparons beaucoup de surprises pour ne pas... C'est pour ne pas en parler. Dévoiler, voilà. Est-ce qu'on peut, malheureusement, on ne peut pas faire la percussion ici, on ne peut pas faire une démonstration de danse ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une démonstration de la voix, une improvisation de voix. On va commencer par qui? Pas Kamel. Ok, on y va. Use chitachi kugalabo mende mai mende sebo jidemi dani vodun yawe bani we wena wabo yonu gbeto yi use chitachi kugalabo mende mai mende sebo jidemi o akulu no gbeno e ko bolobo mende mai mende sebo jidemi o ho me ayato kan menu Kamel percussion yen manado tani vodun we kuna yen do nya vito we no jiran o gbidi so ipo nu de we kwayon wa do fio onu de we kwayon wa do fio no via te fa un te aika mo egbe bi o alors onu etole ye bi wi je kan wonu we ave do o halaye ko to me fe be to aklan we do ho me bu don vovo ti on le kere aika ne wa ye kono san agbe mo egbe tojo mo we okokoro fati topobo la sa negado edo nu on le je kade o me o le je kade o edi mi to me hi na veu dagwa ngbo to na veu do de asero hosa ede aja kamera so ba mi asede aja kamera eno mi premier ayi je lo ko re
àyíkájẹ wà lóko kan bó na kọ́lẹ̀ mẹ́ bọ̀ kófó inú kún mọ́jẹ́ inú mẹ́tò ewúrẹ́ wíwẹ́ yan fíye òkúnà wà dé ní bọ̀ máa sí yan ẹ̀ yẹ̀kọ́nà kan. fi àdèjì yẹn nukun ìtọ́mọ̀ yà mẹ́. nyàvínà jó ẹ̀ nọjà nyàvínà kúnà sí mẹ́ o nyàvínà ká ìwẹ̀ náà bolo àtìgbà kónà ló pọ̀. òun pàpà yìí tó ra wa. ǹdẹ́ báwo do ẹ̀ àkúlù náà gbẹ bọ̀ kó. ìkànnì mọ̀mọ́ hàn. alágbẹ̀gbẹ̀tọ̀ fẹ̀yọ́nù hàn yé mẹ́ wọ́n lò. alágbẹ̀gbẹ̀tọ̀ kọ́kọ́ bódọ́dọ̀ mẹ́mẹ́mẹ́ hàn. alágbẹ̀gbẹ̀tọ̀ yébẹ̀rẹ̀ tọ́nà fẹ́ ọ̀pẹ̀ ká tún hàn. alágbẹ̀gbẹ̀tọ̀. Carmel, percussion, chanteur et percussionniste professionnel. Dani Vaudon, chanteur et danseur professionnel. Un duo magique en direct sur le plateau du grand format. C'était nos artistes de la semaine pour le compte de ce numéro du grand format. Merci beaucoup à vous, les gars, d'être passés par ici. On va dire très bonne chance à vous. Hein. Merci beaucoup. Et du courage pour ce que vous faites. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 4 février 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Adogbe, c'est à Covet. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Keno malu pejire kun edo mamam na peto aso me khoton aso kina jeton agbagan antienwe ayawele ganwele etinjo wanji wan ma sedo ayato e wa bode nkento lobo da choko lobo do bu kari leji kule kon vitidi o edie magare ayato no kunti kan